Je reviens du marché opus, j'ai acheté 2 jeux sur NES. Road Fighter et le combo Mario Bros de Kant. Je crois que maintenant j'ai suffisamment d'exemplaires de ce jeu pour en fabriquer une chaise avec. Shingeki no Kyojin. Si j'ai choisi d'en parler, c'est parce qu'il est extrêmement célèbre en ce moment. La saison 1 vient tout juste de se terminer, les gens se ruent sur la bande dessinée pour connaître la suite des événements. D'autres personnes ont déjà commencé à faire son cosplay ici en Algérie. Et donc c'est tout naturel que j'ai choisi d'en parler pour augmenter le nombre de vues. Non, plus sérieusement. Si je choisis d'en parler, c'est surtout parce que c'est un manga qui m'a redonné de l'espoir. Quand j'ai commencé à lire les premiers chapitres, j'avais vraiment l'impression de revivre la belle époque du manga. J'avais l'impression d'être propulsé à nouveau dans les années 80. Sauf que quelques chapitres plus loin, j'ai vraiment été propulsé dans les années 80. Mais pour les mauvaises raisons. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Shingeki no Kyojin est un manga d'Isayama Hajime. Il prend place dans une sorte d'univers rétro-futuriste où l'humanité, ou en tout cas ce qui en reste, vit comme des rats à l'intérieur d'une grande cité. Il s'agit en fait d'une grande cité circulaire à l'intérieur de laquelle il y a une autre, et encore une autre à l'intérieur qui est considérée comme étant la capitale. Les murs de ces cités-là font 45 à 60 mètres. Et pour cause, si les humains vivent cloîtrés de cette manière, c'est à cause de la menace qu'il y a à l'extérieur. Que ce soit clair, je vais baser ma critique sur la narration et sur comment l'histoire évolue. Non pas sur le sens caché métaphorique de certains éléments scénaristiques de cette histoire. Au fond, ça m'est complètement égal que les 3 murs de cette ville représentent les classes de la société, ou alors que toute cette ville soit une métaphore sur l'état actuel du Japon, longtemps resté renfermé sur le reste du monde. Ce qui m'intéresse, c'est la narration, c'est les idées de narration, c'est comment les personnages vont évoluer dans cette histoire. Alors les principaux personnages sont Eren, Mikasa et Armin. Un jour, il faudrait que les Japonais m'expliquent un peu ce trip pour le trio de personnages. Ça commence à faire trop. Vraiment trop. Mais vraiment, vraiment trop. En plus, les personnages sont assez banals, j'ai envie de dire. On a vu ce modèle de personnage des centaines et des centaines de fois. Je trouve qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de l'univers dans lequel ils évoluent et qu'ils ne sont pas très recherchés. Mais il y a quand même un personnage qui attire mon attention, tellement je ne le supporte pas. Vous allez me haïr, mais il s'agit de Mikasa. Mikasa est le genre de personnage où tu sens que l'auteur a tenté de la rendre fascinante, mais sans avoir réellement d'idée pour soutenir cette intention. Il l'a fait donc soi-disant froide et zama mystérieuse pour qu'elle fascine et intrigue. Lorsque Rei Ayanami dans Evangelion affichait la même attitude, ça avait de la gueule. Et surtout lorsque les épisodes qui révèlent sa nature et son passé sont arrivés, la révélation elle a été à la hauteur du mystère qui était entretenu jusque-là. Alors que dans Shingeki no Kyojin, Mikasa a juste eu une seule journée dans son enfance. Elle a certes été amenée à tuer 2 personnes, ce qui est fâcheux, mais on ne peut pas définir tout un personnage sur la base d'une seule journée qu'elle a eue dans son passé. Mais bon, je vais laisser les points négatifs pour plus tard. Pour l'instant, je vais surtout vous dire pourquoi au début j'ai adoré ce manga. Tout d'abord le chara-design. Et oui, le chara-design du manga. Je ne sais pas si l'auteur fait exprès de ne pas respecter certaines règles de l'anatomie, de perspective ou même de construction de dessin, mais qu'est-ce que c'est efficace. Tout le monde critique sans arrêt le dessin de la bande dessinée. Mais moi je trouve que cette façon de dessiner rustre et assez enfantine colle finalement assez bien avec un univers horrible et terrifiant. Si les gens n'aiment pas, je pense que c'est surtout dû à un manque d'investissement de la part du lecteur. Ce n'est certes pas raffiné et élégant comme on est en droit de l'attendre d'un manga, mais ça colle très bien avec l'univers. Encore une fois, je ne sais pas si l'auteur fait exprès, j'espère que c'est le cas. Pour ma part, le chara-design, de la bande dessinée en tout cas, j'ai juste adoré. Ensuite, il y a la nature de la menace. Qu'on aime Shingeki no Kyojin ou non, la nature de la menace, elle est fascinante. Il s'agit donc, je disais, de créatures humanoïdes allant de 15 à 45 mètres, nues, asexuées, affichant un sourire idiot. Et ils bouffent des humains. Ils bouffent des humains. C'est une peur atroce, c'est une peur viscérale. Moi, ça me fait penser à quand j'étais petit et que ma grand-mère me racontait des histoires terrifiantes.
وكنت لقيت الدار باش تبقى نوردي سن. Le pire, c'est que quand ils sont à l'extérieur de la ville, ils ne mangent pas. Ils peuvent vivre des centaines d'années sans manger. Ils ne mangent pas non plus les animaux. Leur plaisir, c'est dévorer des êtres humains. Vous imaginez à quel point ça peut être horrible? Mais moi, personnellement, ce qui m'avait attiré dans l'univers de Shingeki no Kyojin, c'est la situation initiale. Généralement, dans un scénario, on part d'une situation initiale qui est critique, voire même désespérée. Ensuite, l'objectif du personnage ou des personnages consisteront à améliorer ça ou inverser la tendance. Mais en général, plus la situation initiale est critique, et plus le scénario promet d'être bon. Du moins, le scénariste devra relever un plus gros défi et injecter plus d'idées pour rendre l'évolution d'histoire plus crédible. Le manga commence en plus par une scène très forte. Des soldats reviennent d'une expédition à l'extérieur de la ville, la mort sur leur visage, et la mère de l'un des soldats vient chercher son fils parmi eux. Tout ce qu'on va lui donner, c'est une main. Vous savez c'est quoi sa réaction? Elle va demander est-ce que la mort de son fils a été utile? Oui, c'est à ce point morbide. Une maman qui cherche la consolation dans l'utilité de la mort de son fils. Et vous savez quoi? Ça va s'aggraver. Des titans attaquent la ville pour la première fois depuis un siècle. Le mur extérieur est abattu, les humains vont se réfugier dans la ville intérieure, perdant ainsi un tiers de leur territoire, et le héros lui voit sa maman se faire dévorer sous ses yeux. On a presque l'impression que la BD va durer encore 2 chapitres avant que tout le monde ne crève. C'est jouissif, j'ai pas vu ça dans un manga depuis des lustres. Et j'en ai vu des lustres. À ce stade du manga, c'est vraiment déprimant. On se demande qu'est-ce qui a bien pu arriver à cet auteur pour imaginer des trucs pareils. Alors voilà monsieur, on a pu sauver votre œil gauche, mais vous ne verrez quand même pas avec. Votre poumon est aussi, on n'a pas pu faire grand chose. On a dû aussi vous amputer le bras droit aussi, si l'envie vous prend de vous gratter, vous pouvez utiliser celui de gauche. Sinon, votre femme, elle n'a pas survécu au chagrin. Donc, ça, c'est par rapport à votre femme. Donc le héros perd sa maman, le mur extérieur est abattu, la situation s'aggrave. Vous savez qu'est-ce qui va arriver après? Ça va s'aggraver encore plus, ça va devenir encore mieux. 5 ans après la première attaque, il y a une autre attaque, et celui qu'on croyait être le héros jusque-là, il meurt. Sinon, au sujet de votre femme, finalement, elle était enceinte. Félicitations, donc je veux dire, mes condoléances aussi pour le bébé. C'était un garçon. Ça fait 2 ans, non hein? Honnêtement, j'avais l'impression que l'auteur de la bande dessinée avait enfin compris qu'il fallait rester crédible dans sa narration. On peut être beau, riche, fort, charismatique, ou le héros d'une histoire, on crève quand même. La mort est en plus un élément irréversible. Et dans un scénario, intégrer un tel élément irréversible, causer la mort d'un personnage qu'on croyait jusque-là être le héros, rend le danger bien réel, et on est encore plus impliqué dans l'histoire. Et nous arrivons à la partie où l'auteur se rappelle qu'il est japonais et qu'il a fait pendant un peu trop longtemps du bon travail. Mais je m'excuse pas. Pendant cette deuxième attaque, un titan va venir aider les humains. Ce qui était intéressant au début, c'est que les humains sont complètement défavorisés. Si tu leur mets tout de suite un titan dans leur côté, autant leur donner une arme chimique qui peut tuer les titans en 2 minutes. Tout l'intérêt de cette histoire, c'est savoir comment est-ce que les humains vont se surpasser, vont dépasser leur situation et arriver à défier une force nettement supérieure à la leur. Pourquoi tu flingues tout ça avec une seule idée? L'idée en elle-même n'est pas mauvaise, mais elle vient beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et vous savez qu'est-ce qui m'inquiète encore plus? C'est que ce titan qui est en train de les aider, il ressemble un peu trop à... Ah non. 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 Chers amis japonais, arrêtez de nous prendre pour des andouilles et cessez de ramener des personnages morts à la vie. Ça ne se fait plus. Et ce n'est surtout pas parce que c'est de la science-fiction que vous pouvez faire n'importe quoi dedans. Ou alors, ne les tuez pas à la base. Ne nous faites même pas croire qu'ils ont été morts.
Voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, la mort est un élément irréversible. Et lorsque des personnages sont ramenés à la vie, le danger n'existe plus. On ne s'inquiète plus pour les personnages. J'avais moi-même déjà arrêté de voir Naruto lorsque Gaara a été ramené à la vie. Il allait bien vous faire. Dans les années 80, ramener des personnages à la vie, ça se faisait plus couramment. Et encore, dans Dragon Ball Z par exemple, c'était du second degré. Et la survie des personnages n'était pas l'enjeu principal du scénario. Dans Senseiya, c'était très inspiré de la mythologie grecque. Les personnages qu'on devait ramener à la vie devaient être ramenés depuis le chemin qui mène aux enfers. Et c'était un risque en soi d'aller ramener ces personnages à la vie. Et déjà dans les années 80, dans Ken le survivant, il y avait des personnages qui étaient souvent plus charismatiques que Ken lui-même, qui mouraient. Et ça en faisait des personnages cultes. Mais bon, passons à cette grosse déception. En fait non, ne passons pas à cette grosse déception. Quelle que soit la suite du scénario, quel que soit ce qui va venir maintenant, tout a été gâché. Par exemple, je ne vous ai pas dit qu'au moment de sa mort, Eren avait perdu un bras et une jambe. Sauf que lorsqu'elle a ressuscité, ses deux membres ont repoussé. Ça aurait quand même été intéressant d'avoir un héros qui soit capable de se transformer en puissant titan, mais qui sous sa forme humaine soit amputé de deux membres. Sauf que voilà, dans l'univers faussement violent de Shingeki no Kyojin, rien n'était réversible. Alors, bonne nouvelle monsieur, on a pu finalement retrouver votre œil droit. Maintenant, vous pouvez voir avec les deux yeux. Votre poumon, lui, se porte mieux, donc du coup, votre femme a été soignée de sa mort, et voilà, que du bonheur, hein? Et vous savez quoi? Ça va empirer. Cette fois dans le mauvais sens. En fait, Eren va pouvoir contrôler cette transformation. Il va pouvoir se transformer en titan à volonté. Même l'auteur se rend compte que ce pouvoir qu'il a accordé au personnage est beaucoup trop précoce et beaucoup trop important. Il va essayer de rectifier ça en rendant son pouvoir plus ou moins incontrôlable les premiers temps. Mais franchement, transformation. Je suis Force Rose. J'ai même pas la force de m'énerver contre ce manga parce que la déception est trop forte. La déception, elle est à la hauteur de l'espoir que j'avais placé en lui. Après ça, quelle que soit la suite des événements, tout a été flingué. Le côté terreur, ambiance étouffante et angoissante, tout ce qui est lié à ces titans, ça a disparu. Tout ce qui reste maintenant, c'est du mystère et des énigmes, chose que n'importe quel scénariste peut faire. C'est juste des éléments classiques qu'on retrouve dans absolument tous les mangas. Ensuite est arrivé le dessin animé. Et moi, comme un idiot, j'avais de l'espoir. Espoir que le réalisateur allait pouvoir révéler le véritable potentiel de la bande dessinée. C'était sans compter la forte probabilité que le réalisateur soit lui aussi un japonais. C'est bon, خلاص ما ديناش مشاكل. حبسنا لي بلاك راسيست. Ok. Commençons par le générique. Vous l'aimez, hein, le générique? كابتن دو، واش راك تحوس؟ Des compositeurs japonais talentueux. On en avait plein. Sont. La chanson n'est pas mauvaise, on peut aimer ou non, c'est une question de goût. Mais elle ne colle pas du tout à l'univers. C'est une chanson fusion J-pop rock avec 2 ou 3 instrus opéra, une chorale et le tout chanté par une voix de Castra. Et si je m'attarde sur un simple générique, c'est parce que son message est clair. Oh, toi qui s'attends à un traitement sérieux et mature abandonne tout espoir. Ceci est un dessin animé cool et branché. Le plus drôle, c'est que j'ai même pu coller des paroles d'Aznavour sur cette chanson. J'habite tout seul avec maman dans un très vieil appartement. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaille, une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché, je range, je lave, je suis l'occasion, je fais aussi la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur. J'ai ruiné cette chanson pour vous. Ah ah ah. Ensuite viennent les scènes d'action. Et comme on est dans un dessin animé, c'est animé. Et les scènes d'action deviennent beaucoup trop spectaculaires. Ok, l'idée du déplacement grâce à l'équipement tridimensionnel subtilement inspiré de Spider-Man, c'est une excellente idée. C'est même le genre d'idée auquel je m'attendais à rencontrer en quantité dans cet univers. Mais que les humains finissent par maîtriser cet outil au point de se déplacer de cette manière, dans la bande dessinée Spider-Man,
Spider-Man a muté. Ce ne sont pas que ses fils qui lui permettent de se déplacer de la façon qu'on lui connaît, mais toute sa nouvelle structure musculaire. Alors quand on voit des humains voltiger de cette façon, avec un total sang-froid qui plus est, ça entame toute la crédibilité de la chose. Pourquoi s'efforcer de coller autant à la mode des scènes d'action manga et ne pas oser proposer quelque chose de plus ancré dans la réalité? Dire qu'on est parti d'un début où une femme cherchait à se consoler en se disant que la mort de son fils a été utile. Lorsqu'un auteur ou un réalisateur veulent raconter une histoire, ils doivent être les premiers à croire en leur histoire, pour que nous on y croit ensuite. Mais lorsqu'un auteur fait cohabiter ça avec ça, je me dis que tout simplement cet auteur n'a aucune estime pour ses personnages. Vous devez croire que je suis trop sévère avec ce manga. Sachez d'abord que ça part d'une bonne intention. C'est parce que je prends tout ça, toute cette culture, très au sérieux. C'est pour ça que je suis rigoureux dans mon analyse. Mais il y a une autre raison pour laquelle je suis très sévère. C'est ça. The Walking Dead. Vous voulez voir une situation initiale qui s'aggrave, qui évolue de manière surprenante? Lisez The Walking Dead. Depuis le début, je parle beaucoup de narration. Et c'est justement le point fort dans The Walking Dead. Pendant que Shingeki no Kyojin fait la course aux énigmes, aux mystères et aux révélations, à l'heure actuelle, c'est-à-dire 9 ans après sa sortie, The Walking Dead n'a toujours pas révélé l'origine des zombies. Mais il y a une si belle histoire qui est si bien racontée qu'on s'en fout. La force évocatrice des personnages, des décors et du découpage même des vignettes rend la narration plus importante que les révélations. D'ailleurs, là où Shingeki no Kyojin finit carrément par décrire textuellement l'état d'esprit de ses personnages à travers de longs dialogues et d'interminables monologues, The Walking Dead se permet d'enchaîner des dizaines de pages sans la moindre réplique. Je trouve dommage que l'auteur de Shingeki no Kyojin n'ait pas été aussi ambitieux. Surtout qu'il est parti avec des idées de base beaucoup plus fortes que celles de Robert Kirkman. Je parlais tout à l'heure de Mikasa qui selon moi est un personnage très mal écrit. Dans The Walking Dead, il y a plus ou moins son équivalent, Carl. Un enfant confronté au crime, au meurtre et bien pire encore. En plus, lui a d'abord connu un monde normal, donc le choc est plus grand pour lui. Mais Carl va assimiler ce nouveau mode de vie petit à petit, il va l'intégrer dans sa personne. Il cherchera à se trouver une raison d'être et tâchera de vivre avec. L'auteur ne le fait pas sombrer dans le cliché de personnage ténébreux qui semble dégoûter de la vie. Au bout d'un certain temps, dans The Walking Dead, on oublie qu'il est question de zombies. On se focalise entièrement sur l'évolution des personnages humains et l'évolution de leur rapport entre eux. On finit par avoir plus peur des humains que des zombies. Vous pouvez, si vous le voulez, découvrir d'abord The Walking Dead via la série. Mais dans ce cas, arrêtez-vous à la saison 2. Le showrunner qui dirigeait jusque-là la série n'est autre que Frank Darabont. Et quand on voit son film The Mist, on voit qu'il était parfait pour adapter à l'écran l'excellente bande dessinée de Robert Kirkman. Mais Darabont a quitté à la saison 3. Et depuis, The Walking Dead, c'est devenu du... Vous savez, en écrivant cet épisode, je me suis rendu compte que Shingeki no Kyojin n'est pas médiocre. J'ai peut-être un peu exagéré dans l'épisode précédent. Ça reste quand même un manga assez jouissif et agréable à voir. Ce qui me déçoit énormément, c'est ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu rentrer dans l'histoire du manga. Il aurait pu devenir inoubliable. Maintenant, c'est juste un manga de plus. Je trouve ça dommage. La seule chose à retenir, c'est que tout ce que vous apprendrez dans cette émission ne vous servira à rien. Nar al-Qiyamah.